Fidèles auditeurs de Cocorico, bonjour. Nous venons vous présenter notre camarade Ben Yahya-Si pour votre chronique hebdomadaire. Monsieur Si, vous avez la parole. Chers amis de la radio Cocorico International, bonsoir. C'est Ben Yahya-Si qui vous revient dans sa chronique hebdomadaire. Cette semaine, nous saisirons l'occasion qui nous est offerte avec les prochaines élections locales au Sénégal, qui se tiendront précisément le 29 juin 2014, pour vous parler de l'acte 3 de la décentralisation. Parce que comme vous l'aurez compris, ces élections locales se tiennent dans un contexte particulier. C'est quoi l'acte 3 de la décentralisation? C'est un contexte et une justification. Le contexte et la justification depuis 1872, date de la création de la commune de Saint-Louis du Sénégal. Le Sénégal, en tant que pays, s'est lancé dans un processus irréversible de renforcement continu de la décentralisation. Ce processus a ainsi conduit fondamentalement à deux réformes majeures réalisées respectivement en 1972 et en 1996. La première réforme de 1972 pose l'acte précurseur des libertés locales plus affirmées avec la création de communautés rurales, la promotion de la décentralisation et la régionalisation de la planification. Réalisée en 1996, la deuxième réforme, dans le souci d'accroître la proximité de l'État et la responsabilité des collectivités locales, consacre la régionalisation avec notamment l'érection de la région en collectivité locale, la création de communes d'arrondissement, le transfert aux collectivités locales de compétences dans 9 domaines, l'institution comme principe du contrôle de l'égalité a posteriori et la libre administration des collectivités locales. À la pratique, cette politique de décentralisation au Sénégal, en particulier entre 1972 et 2012, a permis d'engranger des avancées administratives et institutionnelles indéniables. Mais cependant, beaucoup de limites pèsent encore sur la mise en œuvre. Parmi ces limites, on peut noter des faiblesses objectives du cadre institutionnel et organisationnel de la décentralisation pour la promotion du développement territorial. La faiblesse de la politique d'aménagement du territoire limitée par une architecture territoriale rigide. Du manque de viabilité des collectivités locales et de valorisation des potentiels de développement de ces territoires. La faiblesse de la gouvernance locale accentuée par une multitude d'acteurs avec des préoccupations parfois différentes. La faiblesse de la coproduction des acteurs du développement territorial qui induit fortement l'inefficacité des interventions, l'incohérence et l'inefficience des mécanismes de financement du développement local accentués par l'insuffisance des moyens. Le contexte et la faiblesse de ces politiques et stratégies de développement appliquées jusque-là entraînent la nécessité d'initier des alternatives susceptibles de corriger des déficiences et de réaliser des progrès significatifs à l'échelle nationale et un développement local harmonieux et durable. C'est pourquoi le président Macky Sall a demandé, lors du Conseil des ministres délocalisé tenu à Saint-Louis, le 7 juin 2012, de faire le bilan d'étape de la politique de décentralisation au Sénégal afin d'ouvrir un chemin
pour un développement durable. C'est quoi la vision? C'est quoi les objectifs? La vision qui a guidé la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation est d'organiser un Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable à l'horizon 2022. À cet égard, l'objectif général consiste à élaborer une nouvelle politique nationale de décentralisation qui permet d'asseoir des territoires viables et compétitifs, porteurs d'un développement durable. Spécifiquement, les objectifs poursuivis ont été construire une cohérence territoriale par une réorganisation de l'espace et l'émergence de pôles de développement, assurer la lisibilité des échelles de gouvernance territoriale en clarifiant les relations entre les acteurs et en articulant les compétences à transférer aux ressources techniques, financières et humaines, améliorer les mécanismes de financement du développement territorial et de la gouvernance budgétaire par un véritable développement économique et social de nos territoires. Les résultats attendus de l'acte de la décentralisation, c'est la communalisation intégrale. Ça veut dire que toutes les communautés rurales et les communes d'arrondissement seront érigées en communes, premier ordre de collectivité locale au Sénégal. Cette option répond à l'impératif d'une gestion de proximité des problèmes des populations et une participation des acteurs locaux à l'impulsion et à la mise en œuvre des stratégies de développement territorial. Le statut communal se renforce avec la communalisation intégrale et la communauté rurale disparaît dans l'architecture de la décentralisation. Alors, de nouvelles opportunités sont ainsi offertes aux collectivités locales de base, notamment celles du monde rural, d'améliorer par des équipements la plateforme minimale des infrastructures socio-économiques de base, de recruter du personnel qualifié, d'accéder facilement au financement des partenaires au développement et de la coopération décentralisée. En outre, cela permet un meilleur aménagement de l'espace rural. Cette communalisation permettra également, de façon intégrale, d'harmoniser l'architecture de notre pays avec ce qui se fait au niveau de la sous-région, voire de l'Afrique. Le département devient une collectivité locale. Le département est érigé en collectivité locale en même temps qu'il reste circonscription administrative. Le découpage des départements au Sénégal recoupe, dans bien des cas, le tracé des anciens royaumes ou provinces. La recherche d'un espace vécu comportant une homogénéité socio-culturelle et économique et un fort sentiment d'appartenance justifie le désir de réinvestir le département afin d'en faire un vecteur pour une bonne politique de décentralisation. En comparaison au découpage régional, il est ici recherché des valeurs idéales et symboliques très fortes, porteuses de sentiments d'appartenance et d'identification. Les liens sociologiques entre l'acteur et son espace sont des opportunités pour construire de nouveaux espaces politiques fondés sur une autonomie réelle, une démocratie et une participation citoyenne et une administration de proximité. Ce niveau correspond donc à une réalité historique et offre l'avantage de former des entités territoriales intermédiaires favorisant une gouvernance locale et un développement territorial mettant en synergie des communes partageant un vécu et des potentialités spécifiques dans une dynamique d'intégration rurale urbaine. Ce sera également la suppression de la région, collectivité locale et la création de pôles de développement économique. L'aménagement du territoire répond à un besoin impératif de rééquilibrage des investissements sur les territoires en fonction des spécificités, mais avec une vision globale du développement prenant en compte l'équité, la solidarité, notamment dans le traitement des villes, des zones rurales, transfrontalières
et écogéographique. La réorganisation territoriale doit répondre aux enjeux et objectifs de développement. L'organisation actuelle des régions, collectivités locales, présente des faiblesses du point de vue de leur possibilité à vraiment se prendre en charge dans les domaines du développement économique et social. C'est ce qui justifie la suppression. Il faut réorganiser le territoire en pôle de développement en fonction des réalités écogéographiques. Cela offre un cadre plus rationnel et cohérent de contrôle territorial et d'impulsion du développement économique car il repose sur les exigences d'aires territoriales homogènes au plan socio-culturel, écogéographique et économique. C'est pour dire que l'acte 3 de la décentralisation, c'est le pari d'une approche du développement économique. Une bonne politique de l'aménagement du territoire induit l'intégration de la dimension territoriale dans les planifications économiques et sociales et le rééquilibrage des investissements selon le principe d'équité et de solidarité. À cet égard, les paramètres suivants sont à prendre en compte. Les potentialités et vocations des territoires sont des opportunités d'élaboration et de mise en œuvre des projets de territoire, ça veut dire des mises en œuvre articulées avec les PACER et les PACET, la promotion du partenariat privé-public avec une information territoriale fiable et des projets de territoire pertinents. Une centralité du territoire, support de la territorialisation des politiques publiques, une organisation en pôle de développement économique. Les acteurs territoriaux ne seront pas oubliés également. Dans le cadre d'un processus multi-acteurs, la solidarité, la synergie des interventions dans le cadre d'une coproduction de la territorialisation des responsabilités restent des indicateurs importants pour une action territoriale performante. Il faut pour cela une réhabilitation de la déconcentration à travers les autorités administratives dans le rôle d'interlocuteurs régionaux et territoriaux, un renforcement de la décentralisation avec plus de responsabilités des territoires, notamment des élus, la société civile et le secteur privé local, une clarification des rôles et responsabilités de chaque acteur et une simplification des échelles de gouvernance territoriale. Pour cela aussi, il faut que le financement de l'acte 3 de la décentralisation se fasse avec des propositions comme la fiscalité locale, associer donc les collectivités locales aux opérations des différentes phases de la chaîne fiscale, une décentralisation de la chaîne fiscale en créant des centres fiscaux dans les départements, la mise en place d'un fonds de solidarité, l'amélioration des critères de répartition du FDD et du FECL, donc en fonction de la population, de la superficie, de l'enclavement, des statistiques scolaires et sanitaires, de la pauvreté, etc. L'augmentation de ces fonds, donc ce qui voudrait dire une indexation progressive de la TVA jusqu'à 15%, la réduction des délais de mise à disposition des ressources du Fonds du développement départemental, la généralisation du PCI aux compétences transférées, l'exploitation au maximum des opportunités de la coopération décentralisée, l'emprunt avec tout l'encadrement et l'appui nécessaire par l'État, la mise en place d'un dispositif de mise en cohérence des interventions des partenaires techniques financiers pour optimiser leur impact et assurer leur équité territoriale. Parmi les